Bonjour à tous. Hier, mes collègues et leur équipe respective ont beaucoup parlé des pratiques enseignantes, ainsi que sur les usages des TIC visant à soutenir l'apprentissage. Ce matin, mon équipe et moi aborderons un tout autre volet, celui des pratiques évaluatives. L'école peut-être vivre sans évaluation. C'est ce nom du jour. Nous pensons que non. Et là, je parle sous la correction de Micheline, bien sûr, qui est dans la salle. D'ailleurs, la finalité de tout enseignement n'est-elle pas de mesurer les savoirs appris? L'évaluation, vous l'avez compris, demeure au cœur des apprentissages. Ainsi, il est primordial de promouvoir une culture de l'évaluation en soutien à l'apprentissage, d'où la pertinence de la thématique 4, thématique abordée lors de nos différents ateliers de formation avec l'experte internationale Myriam, sous la supervision et l'expertise de Micheline. Donc, pour ce faire, nous avons eu quelques ateliers de formation. Donc, les ateliers qui sont déroulés en mars 2024, destinés aux responsables du cycle primaire. Ensuite, nous avons eu les activités, juste après, toujours en présentiel, destinées au cycle secondaire. Et après, une suite des ateliers, c'est-à-dire l'activité 7, qui s'est déroulée en ligne, laps de temps, dans certains après-midi, où il a été beaucoup question d'utiliser un peu les technologies pour aller vers l'évaluation. Donc, je vais présenter un peu les objectifs. Donc, les objectifs des ateliers. Donc, l'objectif principal a été comment renforcer la culture de l'évaluation continue et de l'évaluation pour l'apprentissage, pour une approche plus inclusive. On en a beaucoup parlé hier de l'inclusivité, etc. Donc, ici, on parle comment rendre cela possible par le biais de l'évaluation. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement adopter des pratiques évaluatives qui, à l'inverse de multiplier les obstacles, puissent les éliminer? Des pratiques qui s'adaptent selon les besoins des élèves et qui, au final, puissent rendre l'apprentissage accessible pour tous. Tel a été l'objectif central des ateliers de formation sur l'évaluation. Bon, pour cela, on a eu pas mal d'objectifs spécifiques qu'il fallait absolument atteindre. Une appropriation des fondements de l'évaluation pour l'apprentissage et non de l'apprentissage, comme ça se fait souvent dans le contexte mauricien. Il fallait analyser les productions des élèves pour apporter la remédiation nécessaire. Il fallait adopter une posture où l'élève est plongé au cœur de son apprentissage, les principes de l'évaluation en soutien authentique et l'intégration d'éthique pour rejoindre un peu l'atelier, ce qu'on a fait hier pour débuter cette formation, l'atelier de Robin sur l'éthique. Donc, nous avions de ce pas abordé quelques thématiques fortes lors des ateliers. Donc, que vous pouvez lire facilement. Donc, il s'agissait premièrement d'approprier les fondements de l'évaluation, soutien à l'apprentissage et le rôle de l'enseignant régulateur. Il fallait absolument parler de la différenciation pédagogique, qui est d'actualité en ce moment, et aussi la CUA. Donc la CUA, c'est la conception universelle de l'apprentissage, qui est un pont dynamique entre une différenciation pédagogique et une évaluation humaniste. On parle de rendre accès lors de la CUA pour rendre l'apprentissage accessible pour tous, en demeurant équitable. Donc tel a été l'objectif de la CUA ici. Donc le rôle de l'enseignant régulateur, les rétroactions et la correction des copies. Il s'agissait de remettre en question les différentes pratiques quotidiennes de classe et surtout comment faire pour mieux faire apprendre l'élève par le biais de l'évaluation. Comment l'utiliser pour attiser leurs intérêts et surtout les motiver afin qu'ils puissent se surpasser. On s'appuie sur les faiblesses pour remédier.
On n'est pas là pour juger. On parle de l'auto-évaluation ici, on parle de la co-évaluation, on parle de l'évaluation par les pairs. Donc, telle a été un peu les thématiques fortes abordées au cours de cette formation, en n'excluant pas les biais, c'est-à-dire le jugement. Bien souvent, nous savons comment ça se passe dans toute épreuve d'évaluation, toute l'épreuve de complexité par rapport à l'évaluation, qui est souvent imprégnée de subjectivité. Donc, la même copie, par moment, elle est corrigée par deux enseignants et on a des notes qui diffèrent grandement malgré une grille de correction. Donc, on a l'auteur élève et le correcteur professeur. On a essayé de parler de ça et essayer de revoir comment éventuellement limiter ces biais. L'intégration d'éthique, ça a été beaucoup plus au cours de la dernière formation, les collègues qui sont là, qui ont participé volontairement à ces ateliers les après-midi pendant X nombre de temps, je pense que c'était pendant 2 mois, je crois. Donc, ils se sont mobilisés pour le faire. Et comment éventuellement apporter ce volet dans l'épreuve évaluative. Des réflexions. Je pense que, de par notre contexte mauricien, il faut absolument se poser quelques questions. Donc, c'est très joli, donc ça a été très bien fait. Les profs ont beaucoup parlé, les enseignants, avec leurs enseignants. Donc, mais qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui en ressort? Donc, au cœur des différents ateliers, on s'est beaucoup accentué sur le rôle des enseignants, donc, qui sont finalement des acteurs directs de la relation pédagogique et didactique. Mais comment l'évaluation en tant que telle puisse être utilisée comme un soutien actif à l'apprentissage, un outil fondamental pour accompagner les élèves dans le processus d'apprentissage, permettant de renforcer et de consolider les compétences acquises. Donc, d'où notre questionnement par rapport à cela. Donc, la première des questions qu'on est en droit de se poser, donc, c'est comment est-ce que les pratiques évaluatives se font en classe mauricienne? Comment est-ce que ça se présente dans le contexte mauricien? Comment est-ce que les profils travaillent avec les élèves dans leur quotidien? Donc, on parle beaucoup, on en dit trop, et bien souvent, quand on entre dans les salles de classe, c'est toujours la même chose, donc c'est des pratiques quotidiennes. Donc, bien souvent, qu'est-ce qu'on constate? On constate, on atteste un mode d'évaluation qui conditionne l'enseignement. Il est temps, selon nous, de préconiser une approche humaniste, un mode d'évaluation qui puisse mesurer l'ensemble de tout ce qu'aura appris l'élève tout au long de sa formation. Que les pratiques enseignantes et évaluatives puissent enfin marcher de pair. Donc, tel est notre souhait. Donc, comment est vécue l'évaluation par les élèves dans le contexte mauricien? Un peu compliqué chez nous. Donc, ceux qui ont appris à maîtriser l'enjeu, ils arrivent à s'adapter. Alors que d'autres sont laissés pour compte sur le pavé des espoirs perdus. Car n'oublions pas que notre système tend à perpétuer par moments les inégalités, où il y aurait de toute évidence une course folle vers la lutte des places. Donc, elle-même limitée en nombre dans les meilleurs établissements de l'île, les établissements secondaires. Donc, les académies en sont la preuve flagrante qu'on est dans cette lutte des places pour les meilleures académies. Donc, en résumé, l'évaluation est perçue par beaucoup de nos élèves à Maurice comme une épreuve traumatisante. Et souvent, à la fin d'un cycle ou même en cours de classe, l'enseignant a pour habitude de sanctionner. Donc il sanctionne. Mais qui sont ceux qui aiment être sanctionnés? D'où la question. L'évaluation, selon nous, elle doit motiver et non pas démotiver l'autre, comme bien souvent c'est le cas dans le contexte. Heureusement, il y a quelque chose de nouveau. Donc, quoi de neuf? Récemment, et ce n'est un secret pour personne, afin d'offrir la chance à un plus grand nombre d'apprenants, un plus grand nombre d'élèves,
Le système éducatif a mis en place le SBA, donc le School Based Assessment en grade 9+, le Technology Education en grade 10 et 11, qui est accompagné par le portfolio aussi, donc pour donner beaucoup plus d'accès aux élèves qui trouvent l'épreuve évaluative un peu traumatisante. Donc c'est toujours un pas vers l'avant de notre système. Donc, évaluer pour mieux faire apprendre. Comment épouser ce concept? Il est temps d'épouser les concepts qu'on a appris au cours de cette formation. Une formation ne doit pas rester uniquement une formation et après elle passe à l'oubliette. Donc, évaluer pour mieux faire apprendre. Cessons nos petites querelles. Et on a beaucoup parlé de la pédagogie traditionnelle, de la pédagogie nouvelle. Donc, on a beaucoup parlé de pédagogie traditionnelle, pédagogie nouvelle. Donc, je pense que c'est des petites querelles qu'il faut cesser aujourd'hui parce que nombreux sont nos enseignants qui continuent de faire la pédagogie traditionnelle en classe. Donc, catalysons nos efforts vers une adaptation bénéfique de l'une ou de l'autre, que ce soit nouvelle que ce soit ancienne. On a eu des élèves qui ont réussi. Donc, mais le plus important, c'est la portée cognitive. Ce n'est pas le behaviorisme, ce n'est pas le conditionnement. Il y a chaque lieu, je pense, il a parlé du conditionnement, si je ne me trompe pas. Donc, il faut que ce soit une portée cognitive. Donc, catalysons les efforts pour une adaptation bénéfique de l'une ou de l'autre, en vue de favoriser l'apprentissage. Donc, l'objectif, c'est de favoriser l'apprentissage de l'enfant, de l'élève. Plus de participation de l'élève à son évaluation. Il ne trouve pas cela comme une épreuve traumatisante. L'accompagner avec l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, pourquoi pas une grille descriptive où il est aussi partie prenante dans cette grille descriptive et pour aider l'enseignant à porter son jugement. Voilà ce qu'on préconise. Donc, on préconise le développement de la compétence, surtout la compétence et non pas la performance. Parce qu'une performance, elle est dans le short term, on tend à l'oublier après. On apprend, on réussit, après on oublie. Alors qu'une compétence, elle reste pour la vie, selon nous. Donc, 2 minutes. On est dans le temps. Donc, cette approche permet de considérer l'évaluation non seulement comme un moment de vérification, donc, mais comme un tremplin pour encourager l'engagement des élèves et leur progression. Quand l'évaluation est utilisée de manière réfléchie, donc elle constitue un levier puissant pour soutenir l'apprentissage et favoriser l'autonomie des élèves. Donc, sur ce, merci. Donc, je crois qu'on a respecté les 2 minutes. Donc, merci pour votre attention. Et je profite de l'espace qui m'est offert pour laisser la parole aux communicants qui vont présenter tour à tour leur SAE, donc le gros travail qu'ils ont abattu pendant les 2 mois, je pense. Donc, je laisse la place à Koumaren qui va commencer. Chers invités et participants, bonjour à vous. Je suis Koumaren Lachmanen et voici ma collègue Saraswati Mohangou. Nous sommes chefs d'établissement dans les écoles primaires. Nous vous présentons un résumé de la SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation, que nous avons réalisé sous la coordination de notre expert national de l'AMI, M. Wesley Marie, et Myriam Giroir Gagné, expert international. Dans notre SAE, on met l'emphase sur l'évaluation pour l'apprentissage. Tout au long des activités, l'évaluation sera omniprésente. Voici le thème que nous avons choisi. Comment les changements climatiques influencent-ils le cycle de l'eau? Un thème qui nous interpelle, n'est-ce pas? Voyons pourquoi. D'après Statistiques Mauritius 2019, l'eau potable est un élément qui assure la survie de tous les habitants de Maurice, les animaux et la flore. Sur les près de 4000 millions de mètres cubes de volume total de précipitations qui tombent à Maurice chaque année, 60% partent en ruissellement de surface, 30% s'évaporent et seulement 10%
recharge les eaux souterraines. Ces chiffres illustrent assez clairement l'enjeu relatif aux inondations et en réalité la nécessité de ralentir le cycle de l'eau pour augmenter les capacités de stockage artificiel et naturel et ainsi garantir une disponibilité de la ressource en période de sécheresse. La première étape dans la réalisation de notre SAE, c'est la planification. La planification prend en compte les destinataires, qui sont les élèves de grade 5, les enfants âgés de 10 ans, le contexte, l'intention pédagogique et les compétences ciblées. Dans notre contexte, l'intention pédagogique est d'amener les élèves à prendre conscience des conséquences des changements climatiques en s'appropriant les différentes étapes du cycle de l'eau. Ils collaboreront pour la conception d'une affiche avec des dimensions précises pour présenter l'importance du cycle de l'eau à Maurice. Nous savons tous que Maurice est vulnérable aux conséquences du changement climatique. Il y a les cyclones, les tempêtes, les fortes pluies, flash floods, mais aussi les périodes de sécheresse qui nous guettent en ce moment. Voyons les compétences visées. Comme vous voyez, nous avons inclus une approche interdisciplinaire dans notre SAE. Il y a les sciences et les mathématiques. Voyons quelques exemples des compétences par rapport aux sciences. Identifier les différentes étapes du cycle de l'eau, reconnaître les conséquences des changements climatiques selon les secteurs et les saisons, réaliser une affiche expliquant l'importance d'une bonne gestion du cycle de l'eau pour tous les habitants de Maurice. Choisir les bonnes compétences est crucial, car toutes les évaluations seront faites en fonction de ces compétences. En deuxième lieu, quelles sont les pratiques évaluatives inclusives proposées dans notre SAE? Madame Émilie, hier, l'experte, a mentionné hier dans son exposé la diversité et l'inclusion. Dans nos écoles, nous avons des enfants de profils différents, des enfants de différents niveaux, entre autres. Donc, la diversité est bel et bien présente dans nos écoles. Alors, comment inclure ces enfants dans leur apprentissage? On a mis en place des dispositifs de différenciation pédagogique, que ce soit dans le processus, la structure, le produit ou même le contenu. Voici quelques exemples. Certains élèves pourraient utiliser une feuille de notes, trouver ou prendre des notes et bénéficier de pauses à certains moments clés pendant le visionnage d'une vidéo. Les élèves peuvent choisir entre la recherche sur Internet, dans les livres et les dictionnaires. Certains élèves pourraient présenter leur définition oralement, soit un enregistrement sur la tablette. Chaque équipe présente une thématique différente en fonction du cycle de l'eau. L'enseignant fournit un encadrement différencié en fonction des besoins des groupes. Quel sera le rôle de l'enseignant dans la SAE? Au lieu d'être le pourvoyeur de connaissances, comme c'est actuellement dans la majeure partie de nos écoles, l'enseignant agira comme un guide, un conseiller ou même un facilitateur. Voyons ensemble quelques pistes de régulation des apprentissages où l'enseignant est amené à agir différemment. L'enseignant offre une rétroaction collective ou individuelle sur les notes que les élèves ont prises dans leur cahier. Pendant que les élèves travaillent, l'enseignant circule et interroge les équipes sur le processus pour les conseiller et les guider.
L'enseignant pose des questions sur la thématique en vue d'inciter les élèves à réfléchir et à faire des liens sur leurs connaissances antérieures. L'enseignant soutient la rétroaction en cours de réalisation par les discussions entre les élèves et en circulant dans la classe. Merci à vous. Je passe la parole à ma collègue qui va continuer la présentation. Je vais passer directement à l'évaluation. Dans notre SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation, l'évaluation joue un rôle déterminant tout au long de l'apprentissage. L'évaluation est omniprésente d'une façon ou d'une autre. Elle s'infiltre au cours de l'enseignement et de l'apprentissage sous plusieurs formes. Questions, observations, livrables de travaux pratiques, à l'oral et en écrit pour s'assurer qu'on a atteint les objectifs bien définis. Comme outil d'évaluation, on a intégré dans la SAE évaluation par des pairs. Alors, il y aura des équipes, bien sûr. Une équipe va, je ne vais pas dire juger, mais va accorder. Alors, ici, on a les critères et là-bas, nous avons les notations très bien à améliorer. Même, on accorde des commentaires de l'équipe pour aider, comme on a dit, à améliorer sa présentation. On appelle ça Assessment for Learning. Maintenant, en deuxième lieu, nous avons l'auto-évaluation qui doit se faire constamment après chaque activité selon les critères établis au préalable. Alors, cette mode d'évaluation est déjà présente après chaque dossier dans les livrets des élèves du cycle primaire. Mais comment ça se fait? Alors là, c'est une question qu'il faudra peut-être travailler. Comment cela se fait en classe? Alors, il faudra aller approfondir, comme je dirais, faire savoir aux profs l'importance de l'auto-évaluation. Alors, on appelle ça Assessment as Learning, comme vous voyez, pour les mathématiques. Alors, auto-évaluation, comme le mot vous dit, l'élève va s'auto-évaluer. Par exemple, il va décider lui-même, est-ce que j'ai bien pris des mesures exactes des précipitations? Alors, lui-même, il va dire, j'ai fait ça très bien. Alors, il va cocher, bien sûr, la case très bien. Ou même, alors, pour, comme je dirais, le réinvestissement, on a à côté là-bas des questions. Alors, des questions de ce qu'on appelle réinvestissement. Est-ce que tu es satisfait de ton affiche? Pourquoi? As-tu rencontré des difficultés pendant la conception de l'affiche? Si oui, lesquelles? Si tu avais à concevoir une autre affiche, que ferais-tu différemment? D'après toi, qu'est-ce qui est le plus important dans la réalisation d'une affiche? Alors voilà quelques exemples de l'auto-évaluation pour la conception de l'affiche. Maintenant, il y a une autre type d'évaluation qu'on appelle grille d'évaluation. Ici, c'est l'exemple de la science. Alors, vous avez les critères et vous avez aussi les niveaux de performance à droite. Très satisfaisant, satisfaisant et peu satisfaisant. Maintenant, c'est l'enseignant. Alors, je vais dire, la grille d'évaluation est décidée au préalable par l'enseignant, ce qu'on appelle Assessment of Learning. Alors, selon la performance, les compétences de l'enfant, l'enseignant va accorder les notations comme très satisfaisant, satisfaisant ou peu satisfaisant. Alors, si l'enfant a bien fait, par exemple, la séquence du cycle de l'eau est bien représentée, tous les points sont abordés avec exactitude, l'enseignant va lui donner la notation très satisfaisante. Maintenant, les critères. Voilà, j'ai fini de parler sur ça. Maintenant, l'utilisation des grilles d'évaluation favorise la transparence, facilite la rétroaction constructive et aide les élèves à mieux comprendre les attentes. Maintenant, nous allons passer au plan de dissémination. Alors, en premier lieu, l'expérimentation. L'expérimentation résume les particularités du public ciblé. Alors,
D'une part, on a conçu cette SAE en considérant une école Z, zone éducation prioritaire, une région où le problème de drogue est omniprésent, où il y a des familles brisées. Et en deuxième lieu, une école d'une région rurale composée de différentes couches sociales. Dans une école, nous avons ciblé 63 élèves de grade 5 et dans la deuxième école, c'est 32 élèves de capacité mixte. Alors, malheureusement, par faute de temps, on n'a pas eu le temps, on n'a pas fait l'implémentation, mais il y a eu des consultations auprès des enseignants. En théorie, la SAE sera en ligne avec la politique du ministère de l'Éducation. On fait référence au NCF, National Curriculum Framework de 2015. Et la SAE est aussi un excellent outil pour aider les enfants, mais il y a une rupture entre la théorie et la pratique. Alors, si on prend en considération de 15 à 20% d'élèves qui échouent au niveau du PESAC, c'est très chagrinant. Alors, parce que notre système, contrairement au système international finlandais, néo-zélandais ou canadien, alors pour nous, il y a encore des choses à faire pour, comme je dirais, un petit peu. Alors, je vais vous dire, puis les difficultés prévues. Merci. Alors, les difficultés prévues, trop d'accent sur les évaluations sommatives, c'est-à-dire les examens de fin de trimestre ou de fin d'année, et le temps pour préparer et implanter une SAE vis-à-vis du syllabus chargé à compléter. Le nombre trop élevé d'enfants dans la classe et aussi la résistance des profs face au changement par rapport à l'enseignement traditionnel. C'est bien de mentionner. Et voilà quelques recommandations. Alors, nous pensons que inculquer une culture de l'évaluation en soutien à l'apprentissage et non pas un instrument de frayeur. Réduire l'accent sur les évaluations sommatives en introduisant une évaluation continue tout en conservant les examens de fin d'année. Organiser des ateliers pour former les enseignants ainsi que toutes les personnes impliquées dans le secteur de l'éducation pour promouvoir une culture de l'évaluation en soutien à l'apprentissage. Favoriser une meilleure collaboration entre les autorités, le ministère et les institutions telles que la MAI et la NUS. Mettre en place des équipes, enseignants, chefs d'établissement et inspecteurs pour préparer les SAE. Les enseignants pourront se servir de ces SAE comme guide pour l'implémentation en classe. On compte les implémenter cette façon, cette méthode l'année prochaine, comme peut-être en cascade à travers les PLCs, mais on travaille toujours dessus. Je pense que la SAE contribuera à rendre l'enseignement et l'apprentissage plus significatifs pour les apprenants. L'évaluation devra se faire en prenant en considération la différenciation, l'inclusivité et l'unicité de l'enfant. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour les amis, je suis Niamala Somaroa, chef d'établissement au primaire à l'école du gouvernement de Bordeaux, et ma collègue Anjana Glitari, chef d'établissement au primaire à l'école du gouvernement de Union Park. Pendant l'atelier de formation Activité 7 sur le fonctionnement de la culture de l'évaluation en soutien à l'apprentissage à l'aide des technologies, Anjana et moi, nous avons fait notre SAE sur le thème « L'abolition de l'esclavage à Maurice ». La planification est une étape très importante avant une leçon. Donc, pour cette séance de travail, nous avons choisi de l'abolition de l'esclavage, un thème dans la discipline de histoire-géographie du cycle primaire dans grade 6. Le but de cette activité sera d'amener les élèves à expliquer les conditions de vie des élèves à Maurice et le processus d'abolition de l'esclavage à Maurice. Ils développeront leur capacité à collaborer avec leurs pairs pour rédiger un écrit, dialogue et exécuter un jeu de rôle scénette. On a choisi cette activité pour que l'histoire
parce que l'histoire est quelque chose d'abstrait pour les élèves. Pour notre SAE, nous avons fait l'intégration de deux matières, histoire et la langue. Sur la matière histoire, les élèves vont interpréter des faits historiques et sur la matière langue, ils vont développer l'écriture et la communication orale. On va faire utilisation de la technologie pour voir une capsule vidéo sur les conditions de vie des esclaves. L'enseignant devra télécharger la vidéo en avance parce qu'on n'a pas d'accès à YouTube à l'école. L'enseignant va servir de manuel scolaire pour dégager les informations sur le thème et va décrire les conditions de vie des esclaves. On va faire une discussion et déterminer le processus de l'abolition de l'esclavage à Maurice. Ensuite, les élèves travailleront en groupe hétérogène pour rédiger une conversation, dialogue, et exécuter un jeu de rôle, scénette. L'enseignant va servir un ensemble de stratégies et d'outils pour répondre aux divers besoins, rythmes d'apprentissage, niveaux et styles des élèves dans la classe hétérogène. L'objectif est de permettre à chaque élève de progresser en fonction de ses capacités et de ses besoins spécifiques tout en atteignant les objectifs d'apprentissage communs. En retournant à notre SAE, l'enseignant va permettre aux élèves de revoir la vidéo à plusieurs reprises pour qu'ils puissent assimiler les conditions de vie des esclaves. L'enseignant va aussi demander aux élèves de consulter d'autres ressources comme des livres, le manuel scolaire, les illustrations, recherches dans le site web, etc. L'enseignant va offrir un canevas pour le plan du travail. Les élèves devront répondre aux certaines questions. Les élèves peu performants pourraient répondre oralement ou avec le soutien de l'enseignant. L'enseignant va aussi préparer des activités que les élèves pourront faire seuls ou en groupe. On peut aussi préparer une scénette comme mode d'évaluation. Les élèves se servent de différents médiums pour présenter leur scénette. Piste de régulation des apprentissages, l'enseignant discute avec chaque groupe pour ajuster les conceptions des élèves par une rétroaction interactive. Pendant que les élèves travaillent, l'enseignant circule et interroge les équipes pour partager leurs perceptions, les réflexions et les connaissances préalables sur l'esclavage. L'enseignant est aussi actif comme les élèves, en aidant les élèves qui ont besoin d'aide. L'enseignant annote les productions d'élèves entre les séances des cours. L'enseignant soutient la rétroaction en cours de réalisation par les discussions entre les élèves et en circulant dans la classe. Bon, maintenant, ma collègue Anjana va présenter les outils d'évaluation et le plan de dissémination. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Niamala. Bonjour à tous. Donc, pour promouvoir la culture de l'évaluation pour le soutien à l'apprentissage, nous avons utilisé des outils d'évaluation variés, tels que l'évaluation par le pair, auto-évaluation et grille d'évaluation descriptive par l'enseignant. Après la mise en scène sur le thème de l'abolition de l'esclavage par chaque équipe, nous avons utilisé l'évaluation par les pairs, où une équipe est amenée à évaluer le travail d'une autre équipe en complétant la grille que vous pouvez voir ici avec des critères. Alors l'équipe coche dans la case appropriée et donne un commentaire pour chaque critère mentionné dans la grille. Les commentaires vont aider le père à améliorer sa production. La sélection de critères est très importante. Ici, on a pris en considération ce qu'on veut observer chez nos élèves à la fin
de la production pour choisir les critères. Alors, les critères sont écrits sous la forme d'indicateurs observables, comme justesse du contenu, complétitude, alors richesse du vocabulaire, et pour la langue, il y a clarté de l'organisation, qualité de la construction des phrases, qualité de la langue. Pour soutenir l'apprentissage, nous avons aussi intégré l'auto-évaluation où l'enfant devra pouvoir compléter cette grille pour évaluer sa propre production. Comme vous voyez, alors nous avons utilisé des phrases simples en mettant l'emphase sur le jeu. Par exemple, j'ai lu la thématique, j'ai compris le fait historique, j'ai identifié les différentes étapes de la période de l'esclave, j'ai complété la ligne du temps. C'est pareil pour langue, j'ai fait une présentation claire, j'ai donné mes idées dans la rédaction du dialogue, j'ai participé à la discussion sur l'abolition de l'esclavage. Et ensuite, à l'aide de l'enseignant, l'élève répond aux questions ouvertes pour s'exprimer davantage. Comme vous voyez, est-ce que tu es satisfait de ta performance? Pourquoi? As-tu rencontré des difficultés pendant la lecture? Si oui, lesquelles? Si tu avais à concevoir un autre dialogue à écrire, que ferais-tu différemment? D'après toi, comment les enfants d'aujourd'hui comprennent l'esclavage? Après l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation, l'enseignant évalue la production en utilisant une grille d'évaluation descriptive. La grille contient des critères et des indicateurs. On a deux grilles d'évaluation, une pour l'histoire et l'autre pour la langue. Les critères pour évaluer l'histoire sont pertinence du contenu, complétitude de l'explication sur l'esclavage, richesse du vocabulaire, clarté du message, pertinence des réponses aux questions. Pour l'évaluation, pour les grilles d'évaluation langue, alors les critères sont clarté de l'organisation, justesse de la construction des phrases et de la ponctuation, qualité de la langue écrite et qualité de la langue orale. Et pour les grilles, nous avons choisi 4 échelons pour mieux permettre l'identification des différences dans la qualité des productions. Ces 4 échelons sont très satisfaisants, acceptables et peu satisfaisants. C'est satisfaisant si la plupart des étapes de l'abolition de l'esclavage sont bien présentées, les informations pertinentes ont été bien abordées et expliquées en détail, et si la plupart des étapes de l'abolition de l'esclavage sont bien présentées, les informations pertinentes ont été abordées et expliquées avec un peu de détail, là le travail est satisfaisant. Par contre, si quelques étapes de l'abolition de l'esclavage sont bien présentées et quelques informations pertinentes ont été abordées et expliquées, là c'est considéré comme acceptable. Et s'il manque des étapes importantes de l'abolition de l'esclavage, les informations pertinentes sont incomplètes et peu expliquées, alors là, le travail est considéré comme peu satisfaisant. Et pour la langue, pareil, si on regarde le critère justesse de la construction des phrases et de la ponctuation, donc si toutes les phrases sont bien construites, la ponctuation respecte toujours les normes de dialogue, alors c'est très satisfaisant. Et si la plupart des phrases sont bien construites, la ponctuation respecte généralement les normes de dialogue, c'est satisfaisant. C'est acceptable si les phrases sont bien construites, toutefois elles sont simples et courtes, les normes de dialogue sont appliquées avec maladresse.
et peu satisfaisant si plusieurs phrases sont mal construites et les normes d'un dialogue sont peu respectées. Il faut faire ressortir aussi que les descripteurs décrivent ce qui est observé de manière positive et offrent une rétroaction de qualité aux élèves. On vient un plan de dissémination. Donc, après l'activité 7 qu'on a fait, Niamala et moi devrions faire la dissémination dans nos écoles. Mais malheureusement, cela n'a pas été possible, vu que les élèves de la grade 6 avaient le modular assessment pour histoire, géo et sciences au début du 3e trimestre. Néanmoins, pendant une réunion avec les enseignants à l'école, nous leur avons parlé et les avons encouragés à adopter la culture de l'évaluation soutien à l'apprentissage. Les enseignants acceptent grandement l'idée, mais ils jugent que le temps représente un facteur qui leur échappe. Car souvent, ces types d'évaluation prennent trop de temps. Ils ont un syllabus à compléter et un autre facteur qui les décourage est le nombre des élèves par classe. Alors, donc, je reviens maintenant. Pour terminer, on a proposé quelques recommandations. Alors, premièrement, il faut procéder graduellement avec la transition pour ne pas décourager les enseignants. Évitez la stigmatisation. Veuillez à ce que l'évaluation ne soit pas perçue comme punitive, mais comme un moyen d'apprendre et de s'améliorer, qu'elle soit plus constructive et moins menaçante pour l'élève. Utilisation de la technologie. Former et encourager les enseignants à utiliser les outils numériques. Alors, il y a l'équipe de M. Pideli, excusez-moi, oui, qui nous a montré l'utilisation de l'EasyQuiz comme auto-évaluation. On a d'autres outils d'évaluation comme le Kahoot, les formulaires Google, qui sont amusants, attrayants et engagent activement les élèves. On peut aussi favoriser la collaboration entre les enseignants pour partager les meilleures pratiques et développer les outils communs. Les communautés des pratiques peuvent être un excellent soutien, un excellent moyen de soutien pour soutenir cette collaboration, effectivement. Donc, dans le primaire, on a déjà le PLC, Professional Learning Community, pour les chefs d'établissement, aussi bien que pour les enseignants. Et on peut aussi développement d'une plateforme en ligne pour partager les ressources et favoriser l'échange entre l'enseignant, tels que le forum de discussion et les vidéos pédagogiques. En résumé, la dissémination d'une culture d'évaluation auprès des enseignants passe par la dissémination, la formation continue, l'accompagnement personnalisé et l'évaluation des pratiques pour assurer un impact durable. Sans plus tarder, je passe la parole à Corinne et son équipe pour présenter le SAE. Merci de votre attention. Dans le cadre de l'innovation pédagogique et la thématique de l'inclusion scolaire, le volet promotion de la culture de l'évaluation a été l'aspect sur lequel nous avons travaillé. La prise de conscience sur la notion de différence a été enclenchée. Les différences entre nos élèves, potentiel individuel, accomplissement académique, différences de situation familiale, sociale, économique et culturelle. L'axe 2 de l'ingénierie pédagogique vise à faire la promotion de la culture de l'évaluation. Par conséquent, réfléchir sur une approche innovative allait de soi. Il nous fallait avoir une démarche qui mène à un changement dans l'approche de l'évaluation. De ce fait, mettre en exergue l'inclusion dans l'apprentissage.
Il faut savoir que l'évaluation dans le contexte mauricien, sauf votre correction, collègues enseignants et représentants de la MES, institution certificative, responsable de l'évaluation certificative, tend à sanctionner, c'est-à-dire à statuer sur les acquis à la fin des apprentissages. Lorsque ces acquis ne sont pas ceux attendus ou atteints, nous parlons de situation d'échec. Notre tâche lors de la création de notre SAE, structure d'une situation d'apprentissage et d'évaluation, a été à nos yeux titanesque, car nous connaissons le même exercice sous le label de plan de travail, plan de la leçon, qui est en fait assez réductif comparé à la SAE. Il a fallu créer la leçon en tenant compte des concepts auxquels nous avions été fraîchement exposés, notamment tenir compte de l'évaluation pour l'apprentissage de façon constante et cohérente, philosophie, aller vers l'interdisciplinaire, les sciences et la langue, d'où le choix du titre, et le choix de la leçon, structure. Alors, il faut comprendre que pour nous, ça a été un peu astucieux parce qu'on s'est dit, plan de la leçon, nous sommes dans des matières différentes. Que faisons-nous? On laisse le travail à celui qui se débrouille le mieux. Grande a été notre surprise puisqu'au fait, nous étions tous à travailler dessus. Il fallait tous apporter notre collaboration à la SAE. Repenser la durée de la leçon avec les objectifs pédagogiques, structure. Voir la place et la formation de l'enseignant, support. Tenir compte de l'apport des TIC dans la leçon, outils. Créer une grille d'évaluation exhaustive, outils. Pour embrasser une approche et une pratique différente, il était primordial de se débarrasser de nos habitudes, de nos pratiques pédagogiques, bien ancrées, de notre vision de l'évaluation et de notre mode de réflexion. Le livrable fait suite à la formation sur l'évaluation. Ainsi, le résultat et le résultat tangible de cette formation a deux volets. Entre le 23 avril et le 30 mai, le premier en présentiel et le deuxième en ligne. Il a fallu mettre en capsule toutes ces techniques apprises et faire de la place au changement tant sur le plan conceptuel, pédagogique et dans la pratique de l'évaluation. Nous pouvons dire que nous avons appris à voir la finalité en dépit des routes, pistes et outils empruntés durant l'apprentissage. Cette finalité qui est d'amener les apprenants à goûter à la réussite scolaire. Merci de votre attention. Je passe la parole à Soumitra. Je vais aborder la deuxième rubrique, c'est-à-dire pratique évaluative inclusive proposée. SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation, se distingue d'autres activités par l'ajout d'une dimension importante, celle de l'évaluation des apprentissages. Dans un SAE, l'élève exécute des tâches complexes et produit des travaux qui portent sur une ou plusieurs compétences à la fois. La structure de notre SAE fait place pour la différenciation pédagogique. La différenciation pédagogique occupe une place particulièrement importante dans l'enseignement car chaque élève apprend d'une façon différente et à un rythme différent. La pédagogie différenciée est centrée sur l'élève et aide à développer le potentiel de chaque individu selon ses capacités. Dispositif de différenciation pédagogique. On peut différencier l'enseignement selon 4 domaines: le processus, la structure, le contenu et le produit. Le processus, c'est-à-dire préparer l'activité où les élèves peuvent obtenir un accompagnement plus ou moins soutenu. La structure, l'organisation de la classe. Par exemple, les élèves peuvent travailler en groupe, en diade ou seul. Le contenu, c'est le fait d'utiliser différents types de ressources ou de matériel pour amener les élèves
à un même but. Le produit, dans notre SAE, les élèves réalisent leur présentation orale à l'aide d'un diaporama ou d'une affiche. Piste de régulation des apprentissages. Les élèves travaillent sous la supervision de l'enseignant et suivent les consignes données. L'enseignant discute avec le groupe pour savoir comment ils vont mettre en place leur processus et ainsi leur donne une rétroaction. Pendant la réalisation de la SAE, l'enseignant interroge les élèves et motive ceux rencontrant des difficultés d'apprentissage. La régulation interactive qui intervient en cours d'apprentissage vise à fournir une action immédiate à l'élève. Et finalement, l'enseignant annotera les travaux pour éviter des erreurs. Merci. Maintenant, c'est Christelle qui va continuer la présentation. Alors, dans la formation sur la promotion de la culture de l'évaluation pour l'apprentissage, nous l'avons bien compris. L'évaluation ne doit pas être que de l'apprentissage, mais aussi pour l'apprentissage à l'école. Ceci dit, dans notre SAE, nous avons construit des fiches de différents types d'évaluation qui vont permettre aux élèves d'avancer et aussi de s'améliorer dans la réalisation de leur potager. Nous vous présentons ce matin, dans la rubrique outils d'évaluation, 3 différentes fiches de 3 types. Premièrement, évaluation par les pairs. Afin de savoir s'ils sont sur la bonne voie, le groupe va faire la présentation de leur projet à un autre groupe de la classe qui va les évaluer sur différents critères. Vous avez 3 échelons ici, très bien, bien à améliorer. Et il y a aussi l'espace commentaire qui va leur permettre de faire des ajustements à leur projet. Le but de cette évaluation est d'apporter une amélioration avant la soumission du projet. Alors, c'est une partie, l'auto-évaluation par les pairs. Il y a d'autres questions aussi. Nous présentons juste une partie. Ça ressemble un peu à ce que les autres aussi ont présenté. Donc, il y a d'autres questions ouvertes. Le deuxième type, c'est l'auto-évaluation. Il est important dans tout apprentissage de permettre aux apprenants de s'évaluer eux-mêmes. La fiche leur permet de savoir s'ils ont complété le processus pour mener à bien leur projet. Ils sauront ainsi si toutes les étapes ont été faites. Donc, j'énumère quelques, par exemple, avec la liste de vérification pour soutenir l'organisation des élèves. Il y a des questions comme est-ce que j'ai dégagé les informations importantes des enjeux de l'autosuffisance à Maurice? Fait, pas fait, le groupe va cocher dans la case. J'ai identifié les légumes cultivés à Maurice, fait, pas fait, voilà. J'ai expliqué, j'ai planifié, j'ai dressé une liste, etc. Alors, le troisième type, la grille d'évaluation utilisée par l'enseignant. L'enseignant a une grille pour évaluer la compétence en sciences et la compétence en langue. Dans notre SAE, ce sont les 2 compétences qui sont évaluées. La grille d'évaluation avec des critères bien gradués, vous voyez ici, et les différents pourcentages alloués à chaque critère pour la note finale. Alors, vous avez des échelons, pareil comme mes amis l'ont dit, des échelons exceptionnels, très satisfaisants, satisfaisants, peu satisfaisants, avec des critères, exactitude des connaissances, pertinence de l'explication, complétude du processus, exactitude du vocabulaire utilisé et l'exactitude des connaissances même. Donc, différents pourcentages alloués. Et ça, c'est pour la grille d'évaluation en sciences. Et nous avons aussi une autre grille pour la langue. Il est clair que l'enseignant n'évalue pas seulement à la fin du processus de développement du projet de ses élèves, mais aussi tout au long du processus. La grille d'évaluation peut aussi être utilisée pendant le processus.
comme un moyen de régulation interactive. L'enseignant a l'occasion ainsi de donner des rétroactions lors des échanges avec ses élèves qui vont les faire réussir leur projet. Et faire l'expérience du succès est un ingrédient important. C'est ce qui va motiver les apprenants à beaucoup plus s'engager dans leur apprentissage et ainsi s'épanouir. Je laisse la place maintenant à Mme Lutchman pour faire la dernière partie. Je vais faire la présentation de dissémination et recommandations. Nous ferons l'expérimentation de l'évaluation au Collège de Wallis-Suac, un établissement de coéducatif avec 300 élèves, et le Collège Lorette de Maillebourg, situé dans le sud-est avec 800 élèves. Les deux collèges sont privés, mais réglementés par la PSEA. En ce qui concerne la dissémination de l'évaluation, la dissémination aura lieu l'an prochain, en premier trimestre. Cette année-ci, pendant la deuxième trimestre, on a concentré sur la dissémination de l'usage pédagogique des technologies. Nous prévoyons bien sûr des difficultés, des défis, des obstacles dans le changement du mode traditionnel d'évaluation, c'est-à-dire sommatif. Changement dans la mentalité des enseignants, équipes dirigeants, l'inspectorat, ainsi que le programme d'études à Maurice. Les étapes clés seront d'abord dissémination aux chefs de département, puis aux autres enseignants. Accompagnement pédagogique et bien sûr l'aval des autorités dans l'éducation. Nos recommandations seront comme suit. Premièrement, de dédier plus de temps à ce genre d'activité dans le programme d'études, parce que ça prend du temps. Ensuite, de prendre en considération les 3 niveaux d'apprenants tout au long de l'activité, c'est-à-dire la différenciation. Puis, d'habituer ou adopter la philosophie de la grille d'évaluation que vous avez regardée, même pour primaire, même pour secondaire, qui doit être explicite, bien graduée et exhaustive. Je dois ajouter ici que cet outil d'évaluation, selon nous, est intéressant, innovant et apprécié. Nous recommandons aussi d'intégrer graduellement dans le programme d'études sans brusquerie. Nous avons aussi pensé d'adopter cette façon de faire, non pas obligation, mais pour faire évoluer les pratiques dans la pédagogie. Et finalement, de trouver un thème intéressant à travailler pour les jeunes, car ainsi, ils s'y investiront avec modération. Je vous remercie tout le monde pour votre attention. Ok. Donc, comment ces SAE peuvent être réinvestis dans votre milieu? Donc, j'ouvre le débat. Donc, si vous avez des suggestions, des appréhensions, toute l'équipe est là pour répondre éventuellement. Je peux vous dire que ces fiches dont vous nous proposez, nous avons déjà un gros souci avec les enfants qui n'arrivent pas à lire. Et quand on a une classe où le niveau est très bas, ça va être vraiment difficile d'appliquer vraiment en situation de classe. Je suppose que par contre l'auto-évaluation, ça marche plus oralement que vraiment par écrit. Merci. Donc on s'adapte par rapport au niveau des enfants à l'école. Je suis d'accord avec les fiches, mais peut-être pour s'adapter, ce que je demanderais plutôt moins d'écrit. Quand si le langage est un peu trop élevé pour les enfants, mais très peu de mots pour aider les enfants avec des images peut-être associées aux fiches. Merci. Merci madame, mais je pense que voilà la raison de votre milieu, donc des smileys, des affiches, des points, des notes, des bulles, des étoiles. Le plus important, c'est de faire comprendre que l'enfant doit commencer à devenir actif, à devenir à prendre parti pour son apprentissage, et la réaction, elle n'est plus passive. Donc, je crois que c'est un bon moyen, et si au primaire, on le fait déjà, pour nous, ce sera encore mieux au secondaire. Ils auront déjà pris l'habitude de réagir. Donc, merci pour votre question. Merci. Alors, n'oubliez pas aussi que les exemples qu'on se fait fournir, c'est grade 5 et 6.
Alors, il est certain que si on était avec les premiers grades, les exemples auraient été justement différents, adaptés aux élèves. Alors, qu'est-ce qui se fait avec les petits? C'est que les enfants complètent la fiche en même temps, l'enseignant écrit au tableau la consigne, la répète avec les élèves, la fait reformuler avec les élèves, et les élèves ensuite mettent le X au bon endroit. Alors, soit avec des étoiles, soit avec des pictogrammes. Alors, c'est sûr que les exemples ici ne sont pas adaptés avec les petits, mais c'est très facile, comme on l'a dit tantôt, de les adapter avec les petits. Mais qu'est-ce qui est important de dire, c'est qu'il faut commencer dès qu'ils sont petits à être capables de réfléchir, à s'auto-évaluer pour que lorsqu'ils arrivent justement au secondaire, ils aient déjà cette pratique-là de se conscientiser sur leur processus d'apprentissage. Merci. Bonjour tout le monde. Vous parlez d'évaluation divisée en 3 parties. Évaluation par les pairs, auto-évaluation et grille d'évaluation. La note finale, est-ce que la note finale sera basée sur les 3 types d'évaluation ou bien est-ce que l'évaluation par les pairs, l'auto-évaluation aide à améliorer la note finale de la grille d'évaluation? Donc, pour mieux s'adapter aux besoins des enfants. Et Donc, dans l'idéal. Oui, ok. Et selon vous, quel sera le pourcentage? Est-ce que ce sera égal ou est-ce que vous mettez plus l'emphase sur la grille d'évaluation? Non, mais là, on est toujours un plan d'expérimentation. Donc, tout ce qui concerne par rapport à l'adaptation des grilles, etc., c'est du ressort du MES éventuellement, de s'adapter finalement, et c'est la politique aussi éducative du pays. Donc, mais le prof, lui, dans sa classe, qui gère sa classe à sa façon, lui, à ce moment-là, il peut adapter selon les besoins des élèves. Donc, c'est une évaluation diagnostique ou formative. Maintenant, on ne parle pas de l'évaluation sommative, bien entendu. Moi aussi, je ne vous demande pas de réponse fixe en tant que telle, mais d'après vous, qu'est-ce qui est plus important? Le plus important. L'évaluation ou bien les évaluations par le père et l'évaluation? Je peux voici avec ta permission. Oui. Alors il faut comprendre que déjà là, nous parlons de l'évaluation comme soutien pour l'apprentissage. Donc tout au long, ce n'est pas certificatif, ce n'est pas la note qui compte, puisque déjà nous voyons les déclinaisons, c'est toujours vers le progrès. Donc, pour dire maintenant comment ça va, on va laisser le soin aux représentants de la MES d'y réfléchir d'abord et de répondre ensuite. Mais ce serait intéressant de comprendre que nous visons le support à l'apprentissage. Je laisse Christelle aussi réagir. Merci. Ça rejoint un petit peu ce que Corinne vient de dire, comme si dans notre contexte mauricien, notre mentalité évaluation systématique, notre souci c'est de donner les points, de pouvoir mettre une note, c'est ce que pas juste les enseignants attendent. Comment noter l'enfant, il faut donner un résultat. Mais c'est ce que les enfants attendent et les parents aussi attendent. Mais c'est justement le but de toute cette formation, c'est de comprendre que l'évaluation, c'est pour l'apprentissage, pendant l'apprentissage. C'est sûr, il y a l'auto-évaluation, comme Corinne vient de dire, nous laissons cela à la MES, à d'autres personnes de la pédagogie, réfléchir dessus. Est-ce que éventuellement il pourrait y avoir une contribution de ces auto-évaluations par les pairs aussi, mais il y a aussi la grille de l'évaluation par l'enseignant que nous avons mis à des pourcentages. Voyez. Donc c'est l'évaluation dans le processus. C'est ça qu'il faut qu'on se mette en tête. Voilà, il y a un moyen pour l'enfant de se dire j'ai un contrôle dessus, parce que l'enfant s'assoit et fait un test, un assessment et se dit c'est le prof qui va le noter, c'est tout. Et c'est sanctionné, voilà. Non, excusez-moi, je ne vous pas compris. Comme ça peut être contributif. Moi, ce que je vous dis justement, dans le contexte de l'apprentissage, est-ce que ces 2 premières grilles d'évaluation vont aider à améliorer la note finale d'apprentissage? C'est dans le même but. Et c'est pour cela que je voudrais poser la question, à ce moment-là, quel sera le pourcentage? C'est pas quoi l'apprentissage. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'était ça le but déjà, aider vers le progrès, vers le changement positif. Et ensuite, l'aspect qui dérange peut-être, ce serait ça, c'est innovant, c'est nouveau, on va essayer, on va changer notre regard et notre façon de procéder. Et je pense que c'est ça le but, c'est de dire que l'évaluation maintenant ne sert pas uniquement à noter, sanctionner, mais
qui a aidé à améliorer sa performance, à avoir l'acquisition des comptes. Je pense que le souci de Kéran, c'est comment ça va arriver à changer la note, etc. Mais dans un premier temps, nous voulons changer, voir, mesurer, si vous voulez, le progrès effectué. Tu veux réagir, Castel? En fait, je prends Corinne au mot, elle parle de changement de regard. Vous avez mentionné changement de mentalité des profs. Si ça tombe bien que c'est sur Corinne, parce qu'à l'époque 2012-2013, on avait essayé de formaliser l'évaluation de l'oral au secondaire Maurice. Et cela impliquait justement un changement de mentalité, des modalités, des processus d'évaluation au secondaire. Quand on sait, désolé, je rejette le pavé dans la mort, quand on sait qu'au primaire, on est très traditionnel, très conservateur, on ne veut pas changer la façon d'évaluer, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour changer tout cela? Je suppose qu'il y a des spécialistes du primaire Bravo. Désolé, je ne connais pas. Je vous écoute. Donc, peut-être pour reprendre un peu, pour réagir un peu avant de passer le micro aux spécialistes du primaire. Vous savez, l'évaluation de l'oral, on l'a fait en 2019 avec VEL. C'était une grande démoche. On avait invité tous les enseignants du cycle secondaire. 600, si je ne me trompe pas. 700 enseignants sous la direction du CIEP. Donc, c'était un événement fort au MIE. Mais on savait déjà, en amont, que ça n'allait pas marcher. Parce que les enseignants, quand ce n'est pas évalué par le MES, ben ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que pour eux, c'est une perte de temps. Donc, ce qu'ils n'avaient pas compris, en fait, et ce que vers aussi, je me souviens très bien, on avait parlé de ça, c'était utiliser l'oral comme passerelle pour aller vers la lecture et l'écriture, d'où l'objectif de la littératie. Donc, mais ils ne l'ont pas adopté. Dommage. Mais ici, cette formation de l'évaluation pour l'apprentissage, pour répondre aussi à Robin et aux interrogations de l'audience, ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que notre contexte mauricien, ben, il adore l'évaluation. Les parents aiment l'évaluation, ils adorent des leçons particulières, ils adorent que les profs fassent tout pour l'enfant, mais c'est notre système. Donc, mais c'est toute une mentalité à changer à ce moment-là. Non seulement du MIE, parce qu'on préconise beaucoup sur tout ce qui est nouveauté, etc. C'est pour ça que j'ai dit plutôt qu'il faut cesser les querelles entre traditionnel et nouvelles, parce qu'au final, les profs font toujours du traditionnel, ils donnent toujours des leçons particulières en masse. Ok, on a changé le CPE pour venir vers le PSAC, on change pour aller vers le NCE, qu'est-ce que ça va dire? Absolument rien. Parce qu'on est toujours vers cette course folle vers la réussite pour la lutte des places. Et tant que cette mentalité-là ne change pas, ben, ce sera assez difficile de mettre en place tout ce qu'on dit. Mais dans l'idéal, ce serait bien de réfléchir un peu comment aller de l'avant pour adopter non pas une approche économique pour faire réussir le plus grand nombre, quitte à sacrifier le niveau des élèves, mais vers une approche beaucoup plus humaniste où on arrive à mesurer les compétences des élèves. Mais ça, c'est tout un travail à faire qui commence par tout le monde déjà. Je pense que pour changer la mentalité, c'est bien qu'il y ait ce genre d'activité où on commence à réfléchir et on se demande comment endiguer cet élan de l'échec et de l'échec scolaire surtout. Donc qu'il y ait à la fois une réflexion parmi ceux concernés, c'est déjà une petite étape. Et ensuite, pour revenir au fait que les profs adoptent ou pas, il y a je ne blâme pas les profs car il y a tout un système, tout un cadre, toute une démarche à faire afin que l'enseignant soit bien dans ses bancs et qu'il se dise ok, à mon niveau je peux faire cela. Mais à quoi ça sert si je le fais et qu'après je me fais taper dessus? À la fin, à un certain âge, on préfère se dire ok, ça va, je suis bien comme ça. Je pense que la première étape a été déjà de se rendre compte qu'il y a un problème dans le système, mais on n'a pas fait Rome en 3 jours, en 1 jour. On n'a pas fait Rome, et donc on continuera à essayer de trouver des solutions. Merci. Bon, c'est pas une dernière question, il y a une question qui est restée, je ne sais pas si ça a été répondu ou pas, mais moi j'aimerais bien faire quelques réflexions. J'ai bien compris, la démarche c'est de faire un changement du paradigme d'évaluation des apprenants vers l'évaluation des apprentissages. Je trouve que les grilles sont très bien, mais si on utilise le mot critère,
ça va être toujours dans le cadre des évaluations des apprenants. Moi, je vais suggérer qu'on utilise des compétences qu'on va valider et en utilisant non pas très satisfaisant, mais plutôt compétences acquises, compétences consolidées, compétences partiellement acquises, compétences voilà. Donc ce sont des grilles comme ça qu'il faut utiliser, qui restent dans cette démarche de transformation de cette modalité d'évaluation. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième réflexion, c'est que oui, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Le MIE a tout le temps préconisé cette transformation de modalité d'apprentissage, d'évaluation des apprentissages. Nous savons que nous avons aussi parmi nous ici des représentations du ministère de l'Éducation et de la MES. Nous sommes toujours très conscients de cet épineux problème qu'on fait face en ce moment dans cette transformation. Nous avons un curriculum, alors je vais demander s'il n'est pas temps maintenant pour que le ministère demande au MES de venir avec un cadre d'évaluation à tout niveau de la scolarité qui va accompagner justement toutes ces grilles qui est en train d'être produites. Et mon dernier point, ce sera une recommandation. On a entendu hier, je pense que c'était Jaya, beaucoup vient parler de cette troisième volet de prolongement de cette initiative. Si l'année prochaine, parce qu'on n'a pas entendu parler de le plan d'investissement, c'est-à-dire le plan d'expérimentation, il y a eu très peu. Donc, si l'année prochaine, vous allez mettre en place ce plan, vous allez mettre en place l'expérimentation dans les pratiques de classe, nous attendons une autre journée nationale qui vont nous permettre de voir le recueillement de toutes ces données en termes d'expérimentation dans les pratiques de classe avec toutes ces grilles que vous avez produites. Merci. Donc, merci Anouar pour ces recommandations. On prend note. Donc voilà, je suis Mila Souretan-Dessia, je suis GMES. Donc pour nous, j'ai écouté tout le monde, que ce soit Mademoiselle Rigoureux, Mademoiselle Bandé, etc. Pour nous partageons pleinement cette idée d'apprendre, d'évaluer pour mieux faire apprendre. D'accord, nous partageons pleinement cette idée. D'ailleurs, on parle de mentalité qui change et nous sommes tout à fait d'accord avec le ministère et nous travaillons en étroite collaboration avec le MIE. On veut faire changer les mentalités et d'ailleurs, il y a un changement avec SBA, Technology Education, tout ça, c'est déjà là. En ce qui concerne les grilles d'évaluation, si je peux me permettre rapidement, ce sera au prof de voir, comme Wesley a dit, dans sa classe, d'adapter à sa situation de classe. D'accord? Mais je suis d'accord aussi avec Kiran que ces évaluations par pair, etc., ne sont pas certificatives et doivent contribuer quelque part à l'amélioration de la note finale ou bien de la performance finale. Mais pour nous, cette diversification de méthodologies d'évaluation, pour nous, ces présentations, ces projets, ces portfolios, tout ça, cela nous permet de prendre en compte les compétences. Si vous regardez les grilles d'évaluation qui sont là aux technologies, c'est par rapport aux compétences. D'accord? C'est par rapport aux compétences, c'est déjà là. Et aussi, en adoptant ces approches, l'évaluation pour nous devient un outil au service de l'apprentissage et non une simple mesure de résultats. D'accord? Donc, ainsi, on va tendre vers un système éducatif réactif, dynamique, axé sur le développement continu des compétences et des connaissances. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation et vos propositions. Effectivement, l'évaluation des apprentissages, c'est quelque chose de très important. J'aimerais mettre en avant que déjà dans les manuels du primaire, il y a ce tableau où on demande à l'enfant de cocher « Oui, j'ai pu le faire », non, j'ai pas pu le faire. Oui, je peux. Il y avait en fait trois niveaux. Je peux faire si je fais encore plus d'efforts. C'est très important que l'enfant, en fait, il est conscient qu'il doit avoir son apport. Il doit. C'est pas comme s'il irait envoyer la balle dans le camp de l'enseignant. L'enseignant est évalué, donc ok, ça va. Mais quand moi je m'évalue, donc je dois savoir où je me situe.
Et je dois le faire de manière honnête. Donc je dis simplement qu'il y a certaines choses qui existent déjà et j'espère beaucoup que les enseignants sont en train d'utiliser ces tableaux qui sont très destinés en fait pour les enfants parce qu'il y a des instructions qui sont très simples et il s'agit de mettre un smiley, etc. Voilà.